Mesdames et messieurs, bonsoir. Et l'avenir du cryptage est un sujet complexe qui touche de nombreux secteurs, notamment la technologie, la sécurité, la législation, la vie privée et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec notre intervenant qui est bien Monsieur Pierrier, qui possède une expertise remarquable dans le domaine de la technologie, plus précisément en sécurité informatique. Au cours de cette session, M. Pierrier nous guidera dans un discours crucial sur la matière dont chaque secteur peut jouer un rôle essentiel dans la sécurisation de notre avenir numérique. Monsieur Pierrier, je vous donne la parole pour vous présenter et après tout de go, nous enchaînons avec les séries de questions de réponses. Super. Et je pense que je introduis directement en créole pour ne pas avoir à switcher français et créole. Moi, c'est Anglade Perrier, justement. Moi, c'est toujours plus difficile pour parler après mon aîné. Donc, dans le guerrier, c'était né à la faculté des sciences. On fait formation de base, moi, à la faculté des sciences en génie électronique. Ensuite, moi, déplacé pour venir au Canada. Donc, de là, moi, faire une spécialisation en gouvernance, audit et sécurité TI. C'est ça. Donc, depuis, moi, j'ai pas mal d'expérience, surtout dans le secteur financier. Et parallèlement aussi, moi, c'est un chargé de cours, donc, qui remet partager ça m'apprend. Donc, c'est pour ça, tout matin, c'est un plaisir pour moi avec nous, pour que nous partagions ensemble, pour nous découvrir ensemble quelques enjeux liés avec le chiffrement des données. Merci pour l'intervention. Rappelez tout participant échange dans affaires créole français en façon que pour nos cafés équilibre de choses. Maintenant, Monsieur Pégué, nous allons aborder le sujet par séquence. Il y a secteur technologie, secteur de cybersécurité, secteur législation, secteur de vie privée, entreprise et bien d'autres. Maintenant, pour la partie de la technologie, j'ai une question pour vous. Quels sont les développements technologiques récents dans le domaine du cryptage et comment influencent-ils son avenir? En fait, c'est un meilleur exemple, en tout cas, les sujets de recherche actuellement en matière de chiffrement de données, on parle du chiffrement post-quantique, de l'ordinateur post-quantique. En réalité, aujourd'hui, la sécurité de l'Internet, comme nous le connaissons, est basée sur un postulat. Le postulat, c'est que c'est le principe de système de clé asymétrique. Donc, on n'est pas capable de déduire une clé et deviner ou déduire une clé privée à partir d'une clé publique et vice-versa. Okay? Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, on se base beaucoup sur la longueur des clés. Donc l'autre postulat, c'est plus la longueur de la clé est longue pour chiffrer une donnée, mieux ça va prendre du temps pour qu'on déchiffre. Okay? Donc, ces deux postulats-là, c'est autour de ça que nous avons sécurité de l'Internet aujourd'hui. Maintenant, avec la venue de l'ordinateur quantique, la dynamique va être différente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le marché? Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes, d'institutions ou d'associations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que collecter toutes les données chiffrées. Okay? Et en attendant que l'ordinateur quantique arrive pour pouvoir les décrypter. Parce que la puissance de calcul va être une fois supérieure à la vitesse de calcul qu'on a actuellement. Donc, ça devrait être beaucoup plus facile pour casser ces chiffrements de données qu'on a actuellement. D'où la réflexion sur le chiffrement post-quantique. Donc, il y a deux étapes. Il y a le chiffrement quantique, qui est vraiment comment on peut capitaliser sur l'ordinateur quantique pour revoir nos algorithmes de chiffrement. Et il y a les efforts autour du chiffrement post-quantique, mais en réalité, c'est comment on peut quand même protéger nos données pour que quand l'ordinateur quantique sera là, okay, on ne sera pas victime, par exemple. Donc, c'est pour cela, par exemple, le NIST, qui publie pas mal de standards, je dirais, qui travaille. En fait, il y a plusieurs initiatives, plusieurs groupes qui travaillent autour de nouveaux protocoles, de nouveaux algorithmes et tout. Donc, le NIST, actuellement, ils ont sélectionné 3.
OK? Mais on est toujours en mode essai. OK? On n'est pas encore en mode opérationnel. Donc, c'est ça la réflexion aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Donc, ça va changer quoi? C'est que la sécurité telle que nous le connaissons aujourd'hui, ce sera plus la même demain. OK? Parce que les techniques de chiffrement qu'on a actuellement, les modèles de chiffrement, les algorithmes qu'on a actuellement ne seront pas appropriés pour l'ordinateur quantique de demain. Donc, ça, c'est le champ de recherche qui est actuellement en matière de chiffrement de données. Bon, la deuxième question que je pourrais poser dans la série secteur technologie, dans fin, moi, suspect que vous avez répondu, m'a entré qu'on y a plus que dans fin intervention, on parlait de cybersécurité. En ce qui a trait avec la cybersécurité, question que moi j'ai pour vous, en quoi que cryptage là est essentiel pour garantir la sécurité des données et des communications? Super. Donc, toujours un postulat de base pour la sécurité, CIA, confidentialité, intégrité et disponibilité. Réflexe classique là, c'est chiffrement les garanties la confidentialité des données. C'est vrai. Donc, Renal Guerrier fait ce là, il démontré dans la présentation là. Les algorithmes que nous connaissons aujourd'hui, ils garantissent la confidentialité des données. Mais il n'y a pas que ça, OK? Ou qu'à utiliser le tout pour maintenir l'intégrité des données. Par exemple, l'utilisation des fonctions de hachage, c'est pour maintenir l'intégrité des données. Donc, quand vous hachez un message et que vous ajoutez code là-dedans, dès que le message s'est modifié, le code ça n'est pas valable encore. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple concret. C'est pour cela, quand vous allez télécharger un logiciel sur Internet, par exemple, YouTube aura une clé de hachage pour capable vérifier l'intégrité logiciel, ça pour être sûr que l'autre téléchargé, c'est vraiment fournisseur logiciel là qui est avec version originale là et non pas quelqu'un qui entre les deux modifie parce qu'une fois qu'on modifie le clé elle n'est pas valable encore. OK? Donc lui permet d'intervenir à ces deux niveaux là. Notre troisième élément, il n'est pas un élément de contrôle pour garantir la sécurité, mais l'utiliser comme une menace. Aujourd'hui, les attaques par ransomware. OK? Donc, c'est l'utilisation des chiffrements maintenant dans le sens inverse. Donc, dans on tape au cas utiliser pour protéger, mais de l'autre côté aussi, les gars, ils utilisent pour nous attaquer. Donc, dans les cas de ransomware, c'est le scénario typique. OK? Allez-y. Oui, donc ça me va dire, mais par contre, le défi pour les organisations, c'est pour maintenir la sécurité des données, ça coûte de l'argent, OK? Et ça prend des acteurs, ça prend des systèmes, ça prend des processus, ça coûte beaucoup d'argent. Maintenant, qui est ça qui insiste? Bon, en tout cas, je vais te laisser poser ta question, mais oui, après. Mais tout de go, c'est deuxième question ça qui pourra balancer ça que sujet et idée que tu pourras découler. C'est comment les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils renforcer la protection des systèmes cryptés? Comment alors? Oui, comme tu as dit, c'est quelque chose qui coûte cher. La sécurité, ça coûte cher. Et on ne va pas se le cacher. OK? Donc, on n'a pas les triangles de la sécurité, disponibilité, intégrité et confidentialité, mais on a l'autre triangle qui est très important de la sécurité. C'est le people, process and technology. Donc, il faut qu'on agisse sur le monde, il faut qu'on agisse sur le processus, sur l'activité qu'on a là, il faut qu'on agisse sur la technologie. Donc, investir totalement dans la technologie pour garantir la sécurité et vice-versa. OK? Donc, pour le chiffrement, c'est la même chose. Par contre, qu'est-ce qui pourrait inciter une entreprise quelconque à investir pour renforcer la sécurité? Il y a deux éléments, il y a deux axes. OK? Parce que ça coûte cher. L'homme, on a business pour faire comme. Qu'est-ce que ça peut le faire? Insister à investir dans la sécurité pour me garantir sécurité de données, confidentialité de données. Donc, il y a deux éléments. Donc, il faut qu'il y ait un incitatif ou bien il faut qu'il y ait un contrainte. Un incitatif, c'est que données, on est capable d'utiliser pour me créer de la valeur, pour me faire plus business, pour me vendre, pour me développer plus produits, pour me développer plus services, en d'autres termes, pour me faire plus com. Donc, plus que données, ça revient non actif pour moi, donc, m'a investi pour me protéger. OK? Donc, ça, c'est le scénario classique. Bon, même du scénario classique, c'est une volet. Deuxième volet, c'est les contraintes. Les contraintes, c'est l'on peut les faire maintenant au guide des régulateurs, cap pour ça, au guide des lois, au guide des exigences réglementaires, cap pour ça pour faire. Maintenant, ça se peut aussi qu'on a un environnement qui est moins réglementé. Donc, à ce moment-là, pas de loi. Par contre, tes partenaires pourraient obliger à le faire. Par exemple, un partenaire capable de dire, OK, avant de faire affaire avant, donc rassurez-moi qu'on ait des contrôles de sécurité en place et avant que nous confions au business. Donc, comme c'est un partenaire important avec qui vous voulez faire business, avec qui vous voulez faire un pile d'argent,
Donc, à ce moment-là, on est obligé, conformément avec des exigences de bonnes pratiques que lui-même l'a imposé pour pouvoir faire business avec. OK? Donc, c'est ça. Donc, oui, ça prend l'implication de tout le monde, mais il faut comprendre que c'est pas juste une question technologique, c'est vraiment une question et focusée sur le monde, sur compétences, sur formation et sensibilisation. C'est pas pour ça les autres formations et sensibilisation représentées dans le budget sécurité, je dis, dans l'organisation, il y a une ligne budgétaire très importante, c'est parce que ont constaté que l'humain, c'est quand même l'élément clé dans l'écosystème de la cybersécurité. Bon, ouais, là, vous tombez dans exactement de troisième question, hein, parce que lorsque nous parlons que il faut que il y ait une réglementation, il faut que il y ait une législation, tout ça, il n'y a pas qu'à faire sans que pas de réglementation et législation. Question, par maintenant, qui pourra accentuer dans la partie, ça, c'est sur règlement et législation. Quels sont les enjeux législatifs liés au cryptage et tels que la lutte contre la cybercriminalité et la protection de la vie privée? En fait, il n'y a pas à ma connaissance, en tout cas, dans l'écosystème international, je dirais, pas qu'on est au Haïti, mais il n'y a pas de loi spécifique pour dire qu'il faut utiliser tel type de chiffrement, tel autre type de chiffrement. Donc, on n'a pas une exigence légale ou réglementaire autour d'une solution de chiffrement ou d'un algorithme de chiffrement en particulier. Cependant, toute loi, toute exigence, que ce soit pour les différentes lois sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, là, au Québec, nous avons une nouvelle loi qui fait que c'est la loi 64 ou la loi 25 qui force et compagnie pour capable protéger les données personnelles. Tant on a parlé, exemple, là, sur RGPD, qui c'est la loi pour protéger les données des citoyens européens, tout comme il y a CCPA, qui est la loi pour la protection des renseignements personnels, mais pour l'État californien, OK? Donc ça, on a l'écosystème sur la protection des renseignements personnels. Mais il n'y a pas que ça comme protection des données, par exemple, ou loi sur la protection des données. Par exemple, aux États-Unis, la protection des données de santé, c'est quelque chose qui est clé aussi. Donc, on peut avoir un ensemble des exigences qui parlent pour protéger ce type de données. Ça, ou du moins dans les institutions financières ou les compagnies publiques, il y a un ensemble de lois, notamment la loi SOC sur l'intégrité des états financiers qui peut exiger compagnie pour investir pour maintenir l'intégrité des états financiers parce que à cause de crise de 2008 yo te remarqué qualité information financière yo te un impact sur crise là donc qui vient faire que en sorte yo pas gain le choix de pas mettre contrôle pour garantir sécurité ça. Maintenant dans le comment c'est là le chiffrement vient aider. Maintenant il y a d'autres référentiels qui descendent plus bas. Par exemple si vous prenez PCI le référentiel PCI pour la protection des numéros de carte de crédit ou des informations sur les cartes de crédit, il y a descendant au niveau plus bas, mais c'est pas la législation, mais c'est vraiment des normes, des standards légaux du marché capzo, mais ça pour faire par rapport au chiffrement. Maintenant, puisque c'est une exigence soit qu'on protège, dès que vous vulnérabilité détectée sur un protocole de chiffrement quelconque ou bien son algorithme de chiffrement quelconque, obligé d'adapter pour réussir. Donc, c'est pour cela, il y a peut-être quelques années, et quand nous sommes passés de SSL à TLS, donc, effectivement, on a constaté que tu as une vulnérabilité, mais la loi pas dit pour passer de SSL à TLS. Le juste il faut protéger les données. Donc, puisque maintenant SSL est devenu vulnérable, tout le monde doit être à jour sur avec les protocoles les plus récents, tout le monde passé à TLS. Et puis, bon, l'autre volet que je ne pas négliger, désolé si je suis très abondant. Vous connaissez, je rappelle tout le monde, excusez-moi, je rappeler tout le monde, nous devons faire échange dans question-réponse. Côté que, à travers question-réponse, on a un ensemble de bagages que nous avons dit. Et l'autre question que le monde a bien proposé dans le chat là, il a toujours posé. Mais c'est un échange, c'est un dialogue. C'est comme ça que moi-même, avec intervenant, nous avons planifié pour que nous fassions talk show ça, je dis là. Allez. Super, super. Et puis l'autre élément, c'est qui ont un produit de plus en plus présent sur le marché actuellement, c'est les produits d'assurance cybersécurité. OK? Donc, des compagnies qui font assurance cyber. Au cas où il y a un incident cyber, il n'y a pas de compagnie. Il y a dans certains cas négocier pour, dans certains cas, il doit même couvrir une partie de dépenses. Mais compagnie, ça va avoir un assureur, par exemple, il va le faire sur long audit. Donc, dans ce cas-ci, l'élément de chiffrement, si on ne pas utiliser de bons protocoles de chiffrement qui est à jour, il doit refuser ce type d'assurance. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs éléments sur le marché qui sont capables de contraindre nous, ou bien qui sont capables de inviter à mettre des chiffrements en place pour garantir la sécurité des données. Bon, là, nous connaissons que chiffrement, c'est une technologie qui a avancé assez bien, à grande vitesse, et qu'on paquet en jeu. Mais quand il y a, nous pouvons regarder au niveau de gouvernement.
quelle est la responsabilité des gouvernements, y compris en Haïti, en matière de réglementation du cryptage? On pensait qu'on est capable d'inspirer un pile de ça qu'a fait aux États-Unis, ou du moins ça qu'a fait en Amérique du Nord, la façon qu'ils ont organisé aussi, les a réfléchi à genre d'enjeu ça. Déjà, il y aurait aussi la cybersécurité comme un enjeu de sécurité nationale. OK? Donc, puisque il y a aussi l'étape d'enjeu de sécurité nationale, donc c'est les autorités les plus haut placées du pays qui s'en occupent. By the way, vous pouvez remarquer que le référentiel cybersécurité très prisé actuellement sur le marché, et le NIST-CSF, Cloud Security Framework, c'est sorti d'un executive order signé par Barack Obama. Okay? Il y a de cela peut-être quelques mois, la Maison-Blanche a publié Stratégie cyber pour les États-Unis. Et où a créé une agence une entité qui relève CISA, CISA et .gov, qui sont entités qui là vraiment pour accompagner acteurs gouvernementaux ou toute initiative cybersécurité. Donc ça veut dire donc préoccupation ou bien préoccupation est déjà à plus haut niveau. Donc ça c'est déjà un premier élément. Maintenant puisque tout acteur ça va concerner, ils comprennent qu'un enjeu n'est pas seulement un enjeu d'entreprise ou bien un enjeu individu, mais c'est un enjeu de sécurité nationale. Là, il y a mettre les efforts qu'il faut, il y a créé les instances qu'il faut, il y a mettre les budgets qu'il faut, il y a mettre les lois qu'il faut pour que justement, il y inciter tout le monde à aller vers la sécurité. Mais l'autre enjeu avec justement les lois et les règlements, et d'ailleurs, c'est pour cela tout dans la logique des lois aujourd'hui autour des concepts de cybersécurité, la dynamique est différente. Avant, les lois étaient très directives. Donc, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc, quand les lois sont très directives comme ça, et comme la conformité, ça coûte cher, les entreprises de Guetta, ça fait exactement ce que la loi demande. Donc, maintenant, si, OK, je suis conforme, mais ça ne veut pas dire que je suis sécuritaire. Okay? Donc, la conformité et la sécurité, c'est deux éléments différents. Maintenant, quand on est directif au niveau des lois, donc, il faut juste exécuter ça qui est demandé dans la loi, qui fait en sorte que maintenant, alors que les enjeux, les défis, les menaces évoluent beaucoup plus rapide que la vitesse à laquelle on est capable de développer une loi et écrire une loi. Juste, bon, tu as le Renaud Guerrier, par exemple, là, depuis combien de temps qu'une loi sur signature numérique? Est-ce qu'il est encore actif? Tu comprends? Donc, c'est pas spécifique à Haïti, c'est un peu partout. Donc, le processus avant qu'on voit Villeneuve, est long. Mais entre-temps, la menace bouge très rapidement. Entre-temps, la technologie bouge très rapidement. C'est pour cela, surtout sur les lois qui touchent la sécurité des données ou la cybersécurité, il faut plus aller sous base de principes. Donc, le principe de maintenir la sécurité. Il ne peut pas le dire comment, il ne peut pas le dire qui ça vous fait, mais maintenir la sécurité. Qui veut faire que, je dis un exemple concret pour l'expliquer mon concept. Et je dis à toute organisation, on l'aime dit toute organisation, entre guillemets, en pleine organisation, fait un choix pour aller dans le cloud. Donc, dans leur stratégie de transformation numérique, une bonne partie de l'activité, ils transféré dans le cloud. Maintenant, la loi doit protéger les données. Maintenant, peu importe que données yo on-prem ou yo dans le cloud, on s'en fout, il faut les protéger. Maintenant, comment on va le faire? La dynamique est différente que dans le cloud ou on-prem ou la CAIO, mais de toute façon, il faut mener. Donc, c'est ça je dis comme différent et comme clé. Alors que si la loi ou bien encadrement intelligent, par exemple, il faut qu'on ait un HSM, un hardware et security module et pour maintenir clé physique, mais je dis, par exemple, le transférer des données dans le cloud ou transférer infrastructure gestion clé dans le cloud. En réalité, c'est Amazon, c'est Google qui va gérer l'infrastructure pour, à la rigueur, capable, ils offrent le service Bring Your Own Key pour capable porter clé, mais en réalité, c'est pas pour le gérer, c'est chiffrement clé, en tout cas, stockage clé ça, tu comprends? Donc, c'est un peu ça la réalité ou le contexte aujourd'hui. Ouais, parce que si on parle de législation, dès qu'on parle de législation, il y a vraiment, il y a vraiment une liaison, la liaison avec la vie privée et droits de l'homme. Ça, nous ne pas douter de lui. C'est la question à continuer. Comment le cryptage peut-il contribuer à protéger la vie des individus? Et deuxième volet question, et comment lui-même tout, il a amélioré la sécurité nationale au niveau des droits de l'homme et dans le monde.
Si vous permettez, je vais mettre un petit peu plus large. OK? Donc, Exactement, exactement. c'est pas juste un élément de chiffrement de données ou de sécurité de données. OK? La nouvelle version du référentiel de cybersécurité pour la protection des cybersécurité, une dimension il a ajouté là-dedans que c'est la dimension privacy. Donc, c'est la dimension protection vie privée. OK? Ce qui est intéressant dans la protection vie privée, il ne pas parler seulement de protéger données mounio, mais il y aller jusqu'à l'utilisation que tu peux faire de la donnée qui est capable et faire une victime ou quoi que ce soit. Je vais prendre un exemple clair, un exemple concret, par exemple. Et surtout, au SAO, avec surtout l'évolution de AI, l'évolution des solutions data analytics et tout, pour permettre de prendre des décisions. Donc, on va dire, ouais, mais en quoi la sécurité, qu'est-ce que la sécurité vient faire là-dedans? On va le comprendre rapidement. Je dis ou capable de développer des modèles autour des données qui fait que des mondes, ils sont capables de discriminer dans la décision que le système y a. OK? Plus il y a des systèmes intelligents qui vont prendre des décisions autour des données. Par exemple, il va dire, OK, ou même, ou les Intel, ou était dans telle zone, donc, ou pas éligible à tel type de service, etc. OK? C'est possible, mais c'est une machine qui prend des décisions. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des enjeux éthiques dans l'utilisation de la donnée. Aujourd'hui, on a parlé de EDI, intégration, diversité et inclusion. Donc, tout ce qui est en rapport à des enjeux de discrimination dans les entreprises ou dans les pays, il est traité avec rigueur. OK? Donc, imaginez maintenant qu'il y a des modèles AI qui basés sur des données. Pas bien, on a parlé de protection de données. Hein? Donc, c'est pas seulement protéger données, mais c'est protéger moun, protéger estime moun et utilisation qu'on fait avec données moun. OK? Qui est capable de porter préjudice à moun, donc droit à moun. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va regarder dans différentes lois, ça, yo, gon élément, tantôt, exemple sorti, c'est ouais, des fois aller sur des sites, est-ce qu'on accepte pour que nous télécharger cookies sur ordinateur? En réalité, c'est pas parce que vous voulez, c'est parce que la loi, qui ça la loi fait, les vient ajouter comme élément additionnel, c'est OK, les données des utilisateurs appartiennent aux utilisateurs. Donc, il y a plein de droits, c'est faut commander au consentement en vont utiliser données, OK? Et ou collecter données, ou faire utilisation, ou dire qui utilisation pour le faire avec. Si vous voulez faire une utilisation autre que l'utilisation prévue, il faut demander l'autorisation, il faut demander le consentement. Donc, ça, c'est justement, vous voulez protéger droit mon vous voulez protéger, etc. Bon, l'autre dimension rentrée dans la loi qui est intéressante, qui est le droit à l'oubli. Puisque ce sont mes données, moi-même, je suis capable de décider pour me dire, OK, ouais, données mieux, retirer tout dans le système. OK? Ça a un coût. Ça a un coût pour l'entreprise, mais c'est la loi qui vient imposer. Mais tout ça dans l'idée de quoi? Dans l'idée de protéger le droit, dans l'idée que si par exemple, si mon senti lésé par rapport à une décision qu'il prend parce que tu es mal utilisé données, si c'est données qui sont relatifs à mon pas intègre, etc. Tout ça, c'est des éléments qui ajoutés autour de l'écosystème de la protection des données qui fait en sorte que, oui, droit mon vient un élément clé dans l'écosystème de la cybersécurité. Et dans l'intervention, dans mi-temps intervention, on va parler de entreprise et institutions. Qu'on y a une entreprise qui voulait lancer une technologie, qui aimerait avoir des outils technologiques pour adapter à l'évolution de la technologie, comment ils même de positionner avec technologie de cryptage là et comment ils ont tiré profit là-dedans? En réalité, c'est incontournable. Malheureusement, c'est incontournable. C'est incontournable. Comme je dis, dès qu'on fait rendre compte de contraintes ou de bénéfices pour mettre sécurité des données, au bras solution de cryptage, ils sont essentielles, en fait. OK? Mais comme on dit, c'est pas juste une question d'implémenter de technologies de chiffrement qui va garantir la sécurité. C'est le processus de bout en bout. C'est 3 piliers, pas oublier 3 piliers. Maintenant, sur le processus, je dis, allez nous garder entre nous, OK? Et pour être bien honnête, majorité d'attaques
qui touchait fuite de données ou qui déchiffrement de données, etc., c'est rare que attaque ça, on va dire pas gagner, mais c'est rare que attaque ça va toucher algorithme en tant que tel. Le plus souvent, cybercriminels, ils pas exploiter quoi? Faiblesse entreprise dans gérer clé, OK? Parce que peu importe le système de chiffrement là, le solide ou le solide, dès qu'il y a une clé de chiffrement, non, mais, dès qu'on monte une clé de chiffrement, pas dans la sécurité encore. OK? Donc, dès qu'on monte une clé, porte la carreau, on te met un niveau de sécurité qu'on veut, il y a une clé, elle n'a pas entré. OK? Donc, ils s'en foutent. Donc, c'est ça la réalité du chiffrement. Ce qui veut faire que l'élément clé, l'élément critique dans le processus, c'est la gestion des clés. Maintenant, c'est bien beau de mettre toute technologie ça, mais il ne faut pas mettre des processus, il ne faut pas mettre des gens qui forment pour gérer cycle de clés ça, les clés compromis, qui ça pour faire, pour retirer clés, à décommissionner et mettre une nouvelle clé, la rotation des clés, etc., etc. Tout ça, sous pas gain ça comme de bonnes pratiques pour intégrer au sein de l'organisation ou au sein d'entreprise ou au sein d'institutions, c'est ou juste une perception de sécurité, mais pas en sécurité. OK? Donc, Non, mais j'en finis. Aucune perception de sécurité, mon pas en sécurité. Et je me rappelle pour tout le monde qui live sur Facebook, tout le monde qui fait monter sur Zoom, non? Et je dis à nous, avec nous, dans l'initiative ISOC, pour que nous avons parlé de chiffrement. Et nous avons avec nous Anglade, qui est un professionnel qui a un parcours extraordinaire, qui est certifié par CISA, je pense que c'est président CISA, et si je ne me pas trompé. Isaka Montréal pendant un temps, oui. Isaka Montréal. Qui ont un paquet de certifications dans le domaine de sécurité informatique, ils ont un parcours de jardin au Canada en tant qu'auditeur, ils ont un parcours dans un paquet d'entreprises en Haïti et même au Canada, et ils ont une propre entreprise qui évolue dans le même aspect que qui a un champ de compétences. Je dis à nous, pour que nous parlions aux alentours de cryptage, comment que nous avons essayé d'aborder, et à travers séance ça tout, nous pourrons garder plusieurs aspects. L'aspect que le film débat là, n'était parlé de entreprise. Maintenant, même Jean Issok a fait là, nous pourrons entrer d'un coup dans éducation et sensibilisation. Question pendant qui a rapport à éducation et sensibilisation, quels sont les efforts devraient être déployés pour sensibiliser les grands publics aux enjeux de cryptage et de la sécurité online? Super. Avant de commencer et présenter quelques types, quelques conseils que généralement nous connaissons, donc c'est juste que nous n'avons pas l'habitude pour que nous appliquions en réalité. Je ne vais pas inventer ou présenter des bagailles que nous pas connaissons déjà. Mais je vais juste mettre base pour me dire que tantôt, on m'a dit dans le budget sécurité entreprise, formation et sensibilisation, ligne budgétaire, ça prend de plus en plus de place. OK? Malgré tout, les vecteurs d'attaque qui gagnent le taux de réussite le plus important, ok, l'on va analyser l'écosystème des menaces, d'ailleurs des rapports sortis régulièrement sur ça. Au point les taux d'attaque qui avec le taux de réussite le plus élevé, c'est les attaques de phishing. Donc l'attaque de phishing, c'est l'attaque qui cible les utilisateurs. Ok. Qui fait qu'actuellement, nous avons une réflexion que nous avons fait autour de, d'ailleurs, nous-mêmes créons un mois de la sensibilisation à la cybersécurité, le mois d'octobre. OK? Par contre, ça devrait être pour toute l'année, mais nous avons un mois. Ouais, mais c'est déjà bien que de ne pas avoir rien du tout. OK? Maintenant, le constat, OK? Malgré tout effort ça a fait, malgré toute initiative ça a pu mettre dans formation et sensibilisation, malgré tout, les résultats ne sont pas là ou les résultats sont maigres. Pourquoi? Prend le modèle de Daniel Corrigan qui écrit un livre assez intéressant pour expliquer les deux modes de pensée d'un individu. Donc, qui est think et fast and slow. Donc, il y a deux modes de pensée. Un mode de pensée automatique et un mode de pensée plus lent, OK, mais qui est plus rationnel. Dans le mode de pensée automatique, on fait toute bagaille de façon automatique. Par exemple, avant, l'on n'a pas de monter bécane. Dans le premier moment, on fait attention à bras, on fait attention à pied, on fait attention à regarder devant. Même scénario, on n'a pas prendre code de machine. Dans le premier moment, on va faire attention à leur conduire à trois pédales, clutch, gaz, frein,
et on va faire attention à levier, on va faire attention à volant, on va faire attention à, etc. Donc, ça dit, tout sens yo en alerte, OK? Parce que on a un processus d'apprentissage. Maintenant, une fois qu'on finit de conduire, une fois qu'on finit de monter bécane, il vient un automatisme. On doit conduire, ou même oublier qu'on va conduire, qui fait que des fois on a un téléphone, des fois on fait l'autre bagage, mais on va conduire, OK? Il vient une deuxième nature, là où en mode automatique, OK? Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de programmes de formation et sensibilisation, yo ramené plus en mode automatique. OK? Par exemple, nous connaissons un mois d'octobre qui est un mois de formation et sensibilisation, ou bien un mois de sensibilisation à la cybersécurité. Mais toute entreprise yo connaît, ou bien tout le monde dans toute entreprise connaît, par exemple, le mois d'octobre, yo pral gagner en campagne de phishing quand même. Donc, ça veut dire, yo pral recevoir un courriel quand même qui peut ressembler à un courriel de phishing. Ou sûr que yo pral cliquer pendant le mois ça? Pas du tout. Tu comprends? Mais par contre, il a fait sans réflexe. Genre, OK, donc ça, c'est le mois, c'est mois de fraude, donc on va appliquer. OK? Maintenant, ça nous voulait, et c'est pour ça qu'on a essayé de transformer nos réflexions sur renforcer la sécurité, transformer le programme formation et sensibilisation, c'est comment capable de gagner accro pour que nous utilisions toutes sensations les pour recevoir un courriel, par exemple. Non pas comme un réflexe naturel pour le automatisme, donc dans le mode de pensée système 1, mais côté qu'il y a raisonné, il y a questionné. Okay? C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de programmes de formation et sensibilisation qui peuvent baser sur le modèle du développement des jeux vidéo. Ou par exemple, poser cette question, pour qui ça, les gamers, ils viennent accro à des jeux vidéo? La réflexion, c'est simple. C'est plus on monte en niveau, plus on monte de difficulté, mais sans rendre compte. OK? Et puis, de temps en temps, il y a des gratifications. Trois concepts. Difficulté graduelle, gratification. À chaque fois atteindre un niveau, il y a une bonne gratification. Donc, c'est de cette réflexion qu'on est actuellement sur comment nous sommes capables de rendre le programme de formation et sensibilisation plus efficace. Parce que sinon, le premier modèle qu'on a actuellement ou que nous sommes en train de vivre, il pas apporter les résultats. Donc, en d'autres termes, qui sont capables de faire comme formation et sensibilisation pour inciter les gens à réfléchir sur les enjeux de sécurité? C'est la première chose pour comprendre que l'enjeu est bien réel. Okay? L'enjeu est bien réel, c'est pas histoire pour faire tout le monde dormir. Nous sommes capables de multiplier les différents scénarios et tout. Deuxième élément pour que yo alerte, OK? Je dis l'on vit dans un contexte de menaces très élevées ou très alerte. Ça fait un petit bout que nous quitte Haïti, même très connecté avec les nouvelles. On presque certain avec le taux de kidnapping très élevé. L'homme dans l'arrêt est beaucoup plus alerte qu'autrefois. Tu comprends? Donc, ça veut dire menace ça fait en sorte que mon est plus alerte. Donc, c'est ça pour nous essayer de ramener pour que mon soit plus conscient que la menace est là, la menace est réelle et que pour eux plus alerte. OK? Et puis, deuxième élément, il y a des éléments simples. Donc là, pour entreprise, oublie ça là. Donc, les tonnes de contrôle qu'on pourrait mentionner pour garantir la sécurité de nos pas fini. OK? D'ailleurs, beaucoup de gens des compagnies qui atteignent nos sécurité à 100%. Y compris les instances les plus... Nous rappeler tous, sur Internet là, nous pas qu'à sécuriser à 100% tout. Exact. Mais d'un point de vue individuel, par exemple, déjà avoir le réflexe que l'homme qui allait sur mon site, avant que me confie données mieux, regarder ce site-là sécurisé, ce fameux petit cadenas que Renaud Guerrier t'expliquait tantôt, ça, c'est un réflexe qui est utile. Donc, ça ne veut pas dire que totalement en sécurité, parce que je dis à du web facing ou un site web qui représente exactement l'institution bancaire qu'on a l'habitude de faire affaire avec là, ou après, au pire, il y a un cadenas là-dedans avec un certificat certifié, mais au moins déjà avoir ce réflexe de vérifier, c'est déjà de bons réflexes qui permettent de sensibiliser sur l'élément de la sécurité. Mais comme on dit, c'est l'idée un effort collectif, donc ça peut pas être individuel seulement, ça peut pas être gouvernement seulement, ça doit être gouvernement, individu, entreprise, c'est tout le monde. Donc c'est pour cela, par exemple, au Canada, ou aux États-Unis, ou dans les différents pays, on essaie d'approcher les enjeux de cybersécurité qui est devenu aujourd'hui un enjeu de sécurité nationale de façon collective. On a des groupes, on a des compagnies qui ensemble, qui travaillent ensemble autour d'enjeux ça. On parle bien détaillé, ça envie de dire, parce que c'est là qu'on va entrer dans la coopération internationale. Dans la coopération internationale au niveau de tout aspect, ça, question maintenant, c'est comment les entreprises collaborent-ils pour défier
ensemble de problèmes ça au niveau mondial et comment coopération internationale là lui-même que l'y fait et même Haïti même t'es qu'à bénéficier de lui. M'a commencé à un exemple. Donc, il y a un gros démantèlement d'un réseau de cybercriminels. Donc, nous avons même des gens qui étaient participés dans le réseau qui étaient là à Gatineau, gens qui étaient en Europe, gens qui étaient aux États-Unis, etc. Mais c'était en collaboration entre différents pays, hein, et Canada, et États-Unis, l'Europe, etc., etc. Ils menaient tout un, c'est ça, Démarche. c'est ça, une intervention musclée, vraiment musclée, jusqu'à mener à arrêter le monde dans différents pays qui étaient dans le réseau, ça. OK? Dans le Dark Web, par exemple. OK? Qui fait que déjà, il y a une réflexion ça autour de collaboration internationale sur comment attaquer un jeu cybercriminel. Maintenant, l'autre vérité, comme Renaud se dit tantôt, c'est que nous, comme les enjeux de sécurité nationale, ou bien des enjeux géopolitiques aussi qu'il ne faut pas négliger, par exemple. OK? Pour avoir été dans des sortes pendant longtemps, donc on était quand même fait surveillance, donc Chita a analysé attaque, capentry, etc., etc. Je peux dire au Canada, le nombre d'attaques qui proviennent de l'Europe de l'Est ou des pays comme Corée du Nord ou de la Chine, ça peut être ahurissant, dépendamment de pour quelle institution que on fait surveillance. Donc, c'est juste pour vous dire que des fois, c'est un jeu étatique. Donc, en d'autres termes, groupe capata collant, groupe qui voulait et cap mener et qui cible là, c'est pas forcément un groupe qui est non sous-sol. Des fois, c'est des groupes étatiques qui sont financés par l'État. OK? Mais à ce moment-là, là, jeune monde, ça, ils sont capables d'extrader. Des fois, pas même bien principe d'extradition entre pays, ça, parce qu'il y a un conflit, etc. OK? Donc, qui fait que c'est pas facile. OK? Donc, c'est un enjeu, c'est pas facile. Peut-être, pas dire c'est là la solution, et parce que quoi l'ONU, une entité l'a créé, qui a réfléchi sur justement harmoniser les enjeux cyber. Peut-être que nous prenons une formule de même que l'ONU. Là encore, nous poser nos questions sur l'efficacité de l'ONU. Je dis à Jeanne Connell, tu comprends? Donc, en réalité, c'est un problème qui n'a pas une solution. C'est un bac à venir en checklist pour me dire, mais comment ça a fait? C'est juste que nous connaissons que, mais en fait, entre des alliés, il y a toujours cette collaboration, mais avec tous les pays, c'est pas évident. OK? C'est vraiment pas évident. OK, bon, là, nous connaissons que l'Allemagne est en réflexion nationale et internationale, nationale pour Haïti, internationale pour tout l'autre pays, et puis à travers de instances qui regroupent tout le pays, ça, puis faire des réflexions extraordinaires qui pourraient découler pour sensibiliser et diminuer la quantité de menaces. Parce que nous connaissons que niveau et menaces avancé chaque jour, et menaces, ça, il y a venu et plus chaque jour avec évolution technologie, intelligence artificielle et tant d'autres outils technologiques que cap venir. Maintenant, nous pourrons, puisque dans mi-temps présentation, dans mi-temps intervention tout à l'heure qui a rapport à la question sur coopération internationale, là, tu as parlé de évolution des menaces. Ma question sur cette autre partie, quels sont les scénarios possibles pour l'avenir en termes de cyberattaque et de cryptage? Quels sont l'avenir pour cryptage là et cyberattaque là? OK. C'est même pas l'avenir, c'est le présent. Mais pour me dire que moi mes gens échange en fait parce que me voulais c'est comme ça que le fait c'est un échange côté que nous pas dans la même dimension technologie nous pas des nous c'est que nous des ordinateurs même si c'est nous chaque dans salon là et puis nous chita n'a fait échange que n'a parlé de autour d'un sujet qui est vraiment intéressant côté que nous tous nous apprendre de lui. Allez-y. Super. Ouais. Ouais, je me dis là, en fait, évolution des attaques, évolution des menaces, c'est même pas l'avenir, c'est vraiment le présent. Maintenant, si on prend le dernier rapport d'attaque, OK, parce que on fait du threat intel en plus. D'ailleurs, on pas qu'à réfléchir cybersécurité, sont pas fait du threat intel. Donc, sont pas fait de l'intelligence des menaces, genre, ouais, évolution des attaques et tout. Je dis la tendance, c'est beaucoup d'attaques de ransomware, attaques par ransomware, ok, et puis des attaques ciblées sur des institutions importantes, à risque systémique dans les sociétés. Donc, c'est vraiment le présent.
L'autre élément, c'est justement l'utilisation des outils, de même que AI, l'intelligence artificielle, l'a aidé pour renforcer les contrôles, l'a aidé pour améliorer le profil de sécurité à l'interne, mais c'est de même, ces mêmes outils vont être utilisés pour rendre attaqueurs beaucoup plus sophistiqués, par exemple. OK? Moi, je dis à là, Micro la fermé? Micro fermé. Allez-y. désolé. Ouais, ouais. Non, on t'a dit que effectivement, c'est pas le futur, c'est vraiment le présent. Donc, on fait beaucoup de chat interne. OK? Donc, intelligence de menace. Ouais, comment attaquer a évolué, etc. Les derniers rapports qui sortent, nous avons une forte tendance des attaques par ransomware. Chiffrement. Donc, il prend en contrôle euh, données, il prend en contrôle le système et puis il crypté et puis il prend de l'argent. OK? Donc, on est en plein dedans. Donc, ça veut dire l'utilisation du chiffrement comme outil d'attaque. Et en plus de ça, et de même que l'évolution technologique avec AI a permis de renforcer le profil de sécurité non et tout, mais les bad guys aussi, les cybercriminels, ils ont utilisé le tout pour rendre l'attaque beaucoup plus sophistiqué. C'est vraiment un jeu de chat et la souris qui fait en sorte que même dans la réflexion sur la sécurité, l'évoluer. Avant, nous avons une réflexion de la sécurité, il faut que nous éviter qu'un incident arrive. Je dis à ne pas même poser la question, est-ce que empêcher un incident d'arriver? Nous connaissons la prévention. Maintenant, c'est qui ça nous a fait pour que l'aile rivière, est-ce qu'on est capable de continuer et fonctionner? Donc, on parle de cyber-résilience. On parle, donc, c'est le vocable qui ressort de plus en plus dans la réflexion. Au point même que ça, c'est plus spécifique aux institutions financières que l'Europe qui est toujours à l'avant-garde, justement, dans ce sens. Il y a publié une loi qui aurait les DORA, qui c'est pour garantir la résilience opérationnelle des institutions financières. Donc, à forcer pour réfléchir à ça. Donc, c'est juste pour vous dire que la réflexion sur la sécurité, je dis, c'est pas tant, comme dire, c'est, ou même quand du côté de la défense, on doit protéger partout, n'est qui du côté de l'attaque là, les besoins jeunes ont failli. Donc, il y a une asymétrie d'information, asymétrie de responsabilité qui pas même. Donc, qui vient faire que réflexion que empêcher incident arriver, nous quitter mindset ça. C'est OK, l'incident arrivé, comment on a géré, est-ce qu'il y a une capacité pour nous gérer? Qui vient faire que même à l'échelle nationale, par exemple, et quand on prend pas les pays de l'Europe, parce que c'est avec une affaire de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, où il a parlé de des centres de cybersécurité nationale. Nous pas parler d'institutions qui gagnent on sort, qui gagnent un centre de gestion d'incidents. On a parlé au niveau national, OK? Qui vient faire en sorte que, il y a même exigé institutions. Par exemple, au gain des compagnies qui représentent c'est des compagnies à risque systémique, l'on parle de compagnie à risque systémique, c'est des compagnies qui ont un incident qui est capable de mettre les compagnies à terre, a un impact sur la structure pays, a un impact sur l'économie pays, a un impact sur l'infrastructure critique pays. OK, ça aurait des compagnies à risque systémique. Même compagnie, ça, je dis à la réflexion, c'est même pas une réflexion, c'est statut. Lorsqu'on est ici dans la carreau, on doit reporter l'autorité. Pour qui ça? C'est pas, pas besoin, c'est pas parce qu'il y a besoin qu'on détaille que ça va passer la carreau, c'est pas parce qu'il y a besoin contre l'eau, c'est parce qu'il y a besoin de justement, ouais, est-ce que c'est pas une attaque généralisée? Est-ce que c'est une attaque qui est ciblée ou même personnellement, ou C'est pas une menace nationale. Est-ce que c'est pas une menace Justement, justement. Donc, il y a des scissors vraiment au niveau national. Donc, c'est ce genre de réflexion. Honnêtement, d'ailleurs, ça fait me content que me tendez et Renaud Guerrier dit au niveau de Conatel, n'a réfléchi pour un centre cyber opérationnel. C'est déjà bien. Tu comprends? Parce que c'est pas un bail théorique nous venons parler là. OK? Donc, j'aime de la sortir des N scénarios d'attaque que moi déjà vivre ou que déjà temps de parler pour montrer que on fait pas de la théorie, c'est vraiment, c'est du concret. OK, et Anglade, j'ai une question que moi t'ai quitté en dernier. C'est ça qui vient à ouais avec informatique quantique. Informatique quantique là que qui travaille là pour bousculer cybersécurité et même système de crypto. Comment ouais technologie ça lui-même?
C'est encore à l'étape de recherche, honnêtement. Récemment, moi, IBM publié comme une preuve de concept d'un ordinateur quantique. Mais je peux, je ne peux pas dire pour avoir été dans le secret des dieux, mais pour me des gens qui parlent, généralement, là, ouais, un groupe comme IBM, quand on a étape à réfléchir à la preuve de concept, c'est que de l'autre côté que des machines qui sont très avancées pour me dire c'est très opérationnel. C'est peut-être que le temps pour arriver sur marché, elle prend un petit peu plus de temps. Ça bouscule un peu le bagage. D'ailleurs, on va regarder dans la réflexion qu'a fait sur nouveau algorithme de chiffrement, par exemple, ou algorithme post-quantique, donc justement avec la venue des ordinateurs quantiques. Je ne suis pas encore là parce que c'est tellement compliqué. Et il a parlé de l'introduction des photons dans la réflexion. OK? Donc, ça veut dire la prophétie et protection des bits, ne pas parler de protection à bits à 2 niveaux, mais à 3, 4 à 5 niveaux, etc. Vous comprenez? Comme je dis, c'est même beaucoup entrer dans l'étude architecture ordinateur quantique. Mais ce que je peux te dire, c'est vraiment pas un ordinateur binaire et la vitesse de calcul, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et... Ça, c'est réflexion. Ça, c'est le futur. Exactement. C'est plus rapide que l'ordinateur que nous Un gagnons. futur présent, mais oui, le futur. Le futur. Anglade, sincèrement, moi, arrivé dans fin série question et PAM que nous t'ai préparé pendant que échange là, jeudi là, nous pourrons passer avec question publique là, bien avant que nous passions avec question publique là, maintenant, si pas t'as quelques autres bagages que t'as aimé ajouter à part de toutes questions que nous sautons et débattre sur les là-haut, avant que nous passions avec question publique là. Ça me permet de dire rapidement, c'est justement si je voulais ramener dans le contexte Haïti, je connais les contraintes, genre environnement légal, réglementaire, etc. Les gars ne doivent pas là pour forcer les compagnies et considérer la sécurité. Je me suis un débat avec quelqu'un qui dit, monsieur, ouais, mais on est capable de décider de faire conformité basée sur les bonnes pratiques. Ça ne marche pas de cette manière. La conformité, ça coûte cher. OK? Donc, pas dans quel monde, juste pour bon plaisir, qui peut mettre l'argent sur table juste parce que le besoin est adopté de bonnes pratiques. OK? Il faut gagner contrainte ou bien il faut gagner un incitatif. Donc, on comprend que dans l'écosystème haïtien, peut-être les contraintes sont pas légales, réglementaires, sont pas forcément là. OK? Par contre, pour des entreprises qui ont aspiration justement à aller à l'international, à faire affaire avec des partenaires à l'international, au lieu pourtant que c'est eux-mêmes qui bousculent pour que vous conformez à de bonnes pratiques de sécurité pour la sécurité des données, préparez-vous à l'avance. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Demain, si Dieu veut, vous allez décider de signer un contrat, vous allez dire, OK, tu sais quoi? Et oui, au gain appel d'offres là, oui. Cependant, il faut remettre moins et le rapport SOC 2. Il faut qu'on remette moins et preuve qu'on conforme PCI. Il faut qu'on remette moins blablabla. OK? Qu'est-ce qui ça peut passer? Comme on pas de gain, on va virer, genre, compagnie fou à chercher des experts, ou pas le payer les yeux de la tête qui pourra le préparer. Donc, ça veut dire qu'il va le coûter beaucoup plus cher que ça. Alors que si on déjà commencé à intégrer ces bonnes pratiques dans le fonctionnement, si on a une réflexion pour aller à l'international, faire affaire avec des partenaires internationaux, ça pourrait être un plus. OK? Mais par contre, comme je là, on connaît, ça coûte de l'argent, ou pas capable d'imposer en compagnie si ça peut pas gérer de la valeur. Donc, c'est ça que je voulais ramener comme perspective. Donc, c'est une bonne occasion pour que nous commencions à réfléchir comment nous sommes capables d'adopter de bonnes pratiques de sécurité. Et puis, c'est ça. Et puis, nous pas à l'abri. Et puis, l'autre élément, nous avons toujours dit, ouais, nous-mêmes, nous, c'est en Haïti, nous sommes petites compagnies, nous pas qu'à genre des cybercriminels nord-coréens ou whatever. Je suis pas en train de faire n'importe groupe. OK? N'importe groupe de cybercriminels, etc. C'est pas vrai. Des fois, c'est pas eux-mêmes qui sont principal là, mais des fois, capable un vecteur qui peut le mener vers ce principal là. OK? Disons, je dis là, ce sont institutions financières et en Haïti et puis qui ont des connexions directes avec d'autres institutions. Peut-être que ce n'est pas eux-mêmes qui ciblent là parce qu'on n'a pas de boîte, c'est faut gérer, on n'a pas de peu qu'on peut gérer. Mais par contre, ils sont capables d'utiliser comme couloir justement pour les transferts à l'international et à l'international.
Donc, tout ça, c'est des réflexions à avoir, justement. D'accord, merci Anglade. N'a pas de question, il y a un monde qui a une question qui a toujours ouvert micro ou bien écrit dans le chat là pour que nous après question parce que ça c'est le après ce que arrivé et nous avons Gaël, nous saluons Gaël qui est là, qui a activé caméra et qui pourra venir faire intervention par là et tout à l'heure avec Jimmy. M'a rappelé nous que nous avons Anglade avec nous aujourd'hui qui c'est un professionnel qui a évolué dans le domaine de sécurité et informatique, qui c'est président Isaka Montréal. Qui était président Isaka. Qui était président Isaka Montréal, qui a un paquet de certifications internationales dans ça qui a un rapport à sécurité informatique. Et c'est ça. Et une question qui vient directement sur WhatsApp, moi, bon, bien que nous t'ai parlé de ça, et mes dernières technologies, en parlant de ordinateur quantique, c'est presque même question ça qui vient avec des séries de calculs qui est binaire qui est beaucoup plus avancé que ordinateur que n'a utilisé qui binaire yo. Par contre, si on fait un petit débriefing, parce que je pose une question, nous allons répondre. Honnêtement, même pas trop aventurer sur quelque chose. Ça, c'est vraiment un domaine qui est en recherche. OK? Et j'aime pas prétendre que maîtriser le domaine et puis avancer quoi que ce soit. J'aime de la, soit me communiquer pendant l'échange, c'est juste ça me gagne comme information, pas plus. Parfait. Et j'ai une question sur WhatsApp, moi, bien que directement envoyer pour moi, parce que je me partagé. Je dis que est-ce que tu as expliqué pour comment ça t'est pour vous-même pour arriver dans le niveau qu'on y a? Ça c'est directement sur WhatsApp. Moi, mes questions, ça. Parcours qui ont fait arriver qu'on y a. Ouais, effectivement, donc, là, on fait l'école secondaire, on fait lycée Firmin. Ensuite, moi, rentré faculté des sciences. Après 5 ans faculté des sciences, moi, j'ai commencé à travailler dans la Banque nationale de crédit comme, justement, administrateur réseau, administrateur système à l'époque. Et ensuite, tu venu gagner un vague digital. Et laisse ça, comme si elle était besoin de renforcer justement gagner l'équité digital, comme celle qui parle digital. Donc, ça me devient une occasion pour me rentrer digital. Donc, on fait 1 an télécom, on fait planification RF et optimisation RF et tout, fait drive test. Après 1 an, moi, je me rends compte que c'est pas... Ouais. Moi-même, Gaël, avocat, comprendre ça, mais qu'on y a, oui. Donc, après 1 année, je me rends compte que non, mais ça me paraît, mais non, monter en antenne, etc. Et puis, je retourner en informatique. Donc, là, moi, j'étais allé avec c'est mon ONG, c'est Oxfam. Donc, j'étais responsable de toute l'équipe informatique dans tout projet. Et ensuite, après 2010, j'ai décidé pour venir à Montréal et de là, on fait une évaluation du marché. Je me dis, OK, donc, j'ai une chance pour me continuer en informatique, mais me profiter pour me faire une formation en parallèle. Donc, c'est là on maîtrise en audit de gouvernance et sécurité TI. Et puis ensuite, j'ai une chance pendant mon étude, ça, juste naturellement, comme en Amérique du Nord. Et les certifications professionnelles, il y a un poids beaucoup plus important que le diplôme à proprement parler. Donc, qui fait que des certifications. Donc, première certification, c'était CISA, qui peut le fait que moi, j'ai eu une chance de rentrer Desjardins pour me faire conformité TI. Et puis, depuis là... On passe 4 ans, côté on passe 4 ans Desjardins avec quelques mois. Exactement. Exactement. Donc, il me fait peut-être 1 an ou 2 ans en conformité. Ensuite, il me fait peut-être plus. Moi, ça me fait plus 6 ans à peu près Desjardins. Il me fait peut-être 2 ans en conformité, ensuite 4 ans en audit TI, à proprement parler. Donc, il a fait des 4 comme tu es dans l'audit là seulement. 4 comme tu es Desjardins, c'est dans l'audit là. L'audit là seulement, oui. Donc, mais avant, tu as fait 2 ans en conformité, genre. Donc, c'est pour cela que je navigué comme ça dans différentes exigences réglementaires et tout. Après, donc, il y a un banque Laurentienne qui était approché, qui était besoin de monter en cadre de gouvernance TI. Donc, justement, à cause que le régulateur a fait des exigences, que je m'étais accompagné. Ensuite, après 1 an et demi, j'ai monté cadre de gouvernance pour gérer risque TI, etc.
m'aller Banque nationale, donc Banque nationale du Canada, pas Banque nationale du Crédit dans ce cas-ci. Et puis, c'est ça, donc, des bons responsables, ils ont la sécurité pour, genre, grande institution, ça y a des lignes d'affaires, OK? Donc, moi, j'étais responsable de sécurité pour une ligne d'affaires qui est la gestion de patrimoine. Donc, gérer les actifs de milliards et tout. Et avec un budget assez considérable, je dirais, avec un budget de presque 10 millions à gérer pour maintenir la sécurité. Et puis, après ce temps-là, il faut me décider, OK, c'est peut-être le temps de voler de mes propres ailes et puis, moi, créer une entreprise. Donc, je suis rendu là. OK, et avant que je me pose question, dernière question, ça que qui posait, hein, pendant on parler de business, on a quand même une bonne opportunité, ou pas qu'à nous intervenant qui a un business et puis que pas expliquer tout le monde qui sa business en fait exactement. Bon, bon, en fait, c'est une compagnie de service conseil. Donc, c'est ça. Donc, ma compagnie des entreprises, donc, c'est vraiment un modèle B2B et business to business. Moi, accompagner des entreprises qui voulaient justement aller dans le cloud, donc dans la réflexion stratégique de transformation numérique. Également en cybersécurité, justement, monter programme cybersécurité. Et puis, comme moi, en CI et gouvernance TI, le plus souvent me solliciter tout pour que comment on est capable de faire alignement entre plan stratégique TI et plan d'affaires, etc. Donc, on est pas mal là. Donc, sécurité, gestion de risque, gouvernance TI, c'est pas mal là. Jean-Gaël dit à business TK. Et dernière question, parce que le arrivé sur nous, vulnérabilité, Haïti gagne dans le domaine, dans le moment ça, donné. Sous données liées, pas stocké dans le pays parce que l'autorité n'a pas une base de données formelle. Est-ce que l'État haïtien pas qu'à une cible côté un individu ou soit un pays, demander l'État COB pour donner pas prendre la possibilité, ça exige sitôt les, ça te passe, te apprendre BRH, te subir une attaque déjà. Bon, ça, ok, bon, nous pas nous pas connaître sur question, hein, ou t'es qu'à juste. Oui, moi, elle paraît et vulnérabilité haïtienne. En fait, si Renault, pour une fois, on va permettre que mon petit désaccord avant. Et en réalité, c'est pas parce que vous avez géré propre infrastructure que vous êtes plus en sécurité, by the way. OK? Et d'ailleurs, le modèle même du cloud, c'est comment capable de capitaliser sur bonnes pratiques, sur force. Je suis presque sûr que nous pas qu'à maintenir sécurité mieux que Amazon, par exemple. Mais par contre, il faut que nous connaissions besoin. OK? Qui vient fait que question vulnérabilité, c'est pas une question plus Haïti ou bien dans le pays, mais c'est plus question contrôle qu'on va mettre en place. Elle dit, nous capable de centre de données Haïti ou bien un centre de données ailleurs, si nous pas de bonnes pratiques de sécurité, si nous pas mettre de bons contrôles de sécurité, peu importe que l'île en Haïti ou l'île ailleurs, l'île vulnérable. À ce moment-là, est-ce que c'est scénario sera possible? La réponse, c'est oui. By the way, Jean-Jola, c'est pas penser que les gens Haïti et à l'autre côté, au top. Donc, nous tout à struggle, nous tout à bataille pour que nous améliorions. Il est capable beaucoup plus sensibiliser parce qu'il fait face avec beaucoup plus ça, mais c'est pas comme un domaine qui est réservé aux grands pays et puis les petits pays à la traite. Tout est une question de la matière grise, l'effort, les responsabilités et puis justement détermination. Donc, je ne vais pas lier là avec Haïti, mais c'est la vulnérabilité, elle est capable de trouver partout, peu importe où se trouve la donnée. Et Anglade, moi, je vous merci. Et m'a rappelé avant que nous fermions et panel 2A, que nous avons Anglade qui est un professionnel qui a évolué dans le domaine et technologie. Renaud, répond-nous parce qu'on grand répond, pas qu'à sommes pas ça, moi, pas comprendre la question, c'est que yo Haïti pas une base de données formelle. Bon, Renaud, pas de comprendre, c'est pas une question ça que nous pas une base de données. Non, pas comprendre tout, mais même juste voulez. Oui, c'est pas une question Haïti en réalité. Dès qu'on parle de vulnérabilité, vulnérabilité existe partout.
Ok, Renan dit nous sommes même longueur d'onde. Renan dit nous pas besoin, nous pas besoin trop inquiéter nous. Nous saluons Renan qui font un gros travail sincèrement parce que moi-même avec des docs là que tête chargée et nous n'avons pour nous parler ça dans l'autre séance. Et moi dis nous merci nous te gagné Anglade avec nous jeudi qui était à parler aux alentours de sujets que il soit lancé à côté que n'a fait sensibilisation ça, mais Jean Anglade dit c'est un bagage qui t'a fait chaque jour parce que fait dans un mois et soit fait dans le pays, soit fait dans l'entreprise, soit fait la caillou. Je suis sûr que pendant moi, ça, tout le monde a sensibilisé, mais sous fait chaque jour, et c'est là que nous pourrons essayer de monter mon niveau en compétence chaque jour et sensibiliser le gouvernement, sensibiliser les instances pour que eux même engagés vers technologie qui avance dans le monde là et qui pourra futur pour toute entreprise et toute instance. Et Anglade, mot de la fin. Merci, merci parce que nous avons l'occasion ça justement pour me partager avec nous. C'est un plaisir et puis on va continuer à enjoy et rester conférence. Ouais, moi le temps de Gaël, je suis là, le temps de Gaël. Et merci, et moi passer la parole là, la porte et moi fini.